Commençons par le commencement. Jetons en fait quelques balises, en fait, mettons quelque chose, quelques concepts au clair, ou du moins de quelle façon on peut regarder ces nouvelles formes de conflictualité-là et comment nous regardons ces nouvelles formes de conflictualité-là. Quand je dis nous, je parle plus d'un point de vue de moi et mes collègues à l'Observatoire de l'UQAM. Donc déjà en partant, les choses qu'il faut prendre en considération. Alors, on sort de l'espèce de géopolitique classique jusqu'à un certain point parce qu'on parle d'une menace qui est déterritorialisée, pas entièrement, on va y revenir un peu plus tard, mais reste que c'est une menace qui, bon, les frontières ne sont pas la même importance. Et c'est aussi une question où il y a une grande difficulté d'attribution. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une difficulté d'attribution? On peut savoir d'où provient une attaque, par exemple. Bon, une attaque informatique, on peut savoir que, OK, c'est déclenché, on va dire, à partir de la Russie. Ça ne veut pas dire que c'est l'État russe qui est derrière ça. Ça ne veut pas dire que c'est commandité par un État. Et ça peut être une attaque informatique qui part de Ouagadougou, au Burkina Faso, mais finalement, c'est l'État russe qui a commandité cette attaque-là. Donc, essayer de pointer du doigt un coupable, c'est extrêmement difficile. Ça peut être aussi extrêmement long. Donc, les frontières sont beaucoup plus floues et il est possible de jouer sur plusieurs tableaux à travers plusieurs pays, justement pour effacer ces traces. Donc, c'est un contexte qui est plus facile à exploiter pour quelqu'un qui voudrait causer des actes, donc d'un point de vue stratégique, pour nuire à d'autres pays. C'est plus facile, si on veut, de se dissimuler dans cet univers-là. Euh, Qu'est-ce qui est à prendre en considération aussi? Ben, c'est toute la question entre bon, justement, la géopolitique classique et la géopolitique qu'on va observer dans le 2.0. Le côté de comment on répond à des actions offensives, comment on répond à des cyberattaques, par exemple. Parce que depuis quand même quelques années, depuis du moins au moins à partir de 2015, si mon souvenir est bon, à l'OTAN, par exemple, on se questionne à savoir est-ce qu'on peut contre-attaquer conventionnellement contre quelqu'un, contre un pays, par exemple, qui aurait commandité une cyberattaque? Est-ce qu'on peut carrément bombarder ce pays-là ou quoi que ce soit? Bon, ça nous semble un peu fou comme scénario. Mais ce sont des questions qui se posent de plus en plus. Il y a une réflexion sérieuse qui se fait là-dessus. Et finalement, ben, il y a la question aussi de savoir, ben, est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'on peut faire une différence maintenant entre la guerre et la paix? Est-ce qu'il y a une différence à faire? Est-ce qu'on est 365 jours par année, on est dans un contexte où il y a des offensives? Est-ce que le Canada, en ce moment, est en train de se faire attaquer par un autre pays qui va essayer de, je sais pas moi, détruire le système de télécommunication canadienne, ou de télécommunication de l'armée canadienne, ou quoi que ce soit? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on voit trop tard aussi. Donc, l'espèce de limite classique blanc-noir, guerre et paix, ne tient pas vraiment la route là, dans un contexte comme ça. Donc, justement, regardons un peu, en fait, une espèce de conception classique de la sécurité, c'est-à-dire une conception classique de dilemme de la sécurité où on a des pays qui vont s'observer et qui vont observer, par exemple, bon, une course à l'armement. Revenons à la Russie et l'Ukraine fin 2019, depuis début 2022. On a la Russie qui masse des troupes et du matériel à la frontière de l'Ukraine. Il y a quelque chose qui est observable, il y a quelque chose qui crée une tension, il y a une relation qui s'installe, une relation de situation de crise qui s'ensuit. Donc, ces choses-là sont observables et sont quantifiables. Dans le domaine cyber, dans le domaine 2.0, on ne peut pas observer ces choses-là de la même façon. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est secret, c'est quelque chose qui est camouflé et c'est quelque chose qui est très difficile à attribuer. Donc, ça change la dynamique du conflit parce que il y a une prime qui se fait à l'offensive. Comme il y a une forte difficulté d'attribution, c'est plus facile de passer à l'attaque. Il y a moins de danger de passer à l'attaque.
On peut aussi, dans certains cas, ce qu'on voit, c'est qu'on peut être tenté de provoquer quelqu'un, on peut être tenté de provoquer un acteur qui va s'attaquer à nous ou exposer des faiblesses pour attirer un attaquant dans le but de mieux étudier celui-ci, comment il réagit, comment il agit, comment il réagit des cyberattaques. La pression psychologique n'est pas la même parce que les risques de pertes humaines ne sont, du moins pour l'instant, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut observer dans un conflit qui est conventionnel, appelons-le conventionnel. Et c'est une question aussi de... En fait, là où devient là où ça devient plus compliqué, où on se mélange avec le côté plus traditionnel de la guerre, si on veut, ben, c'est que le côté cyber vient aussi exposer les faiblesses des systèmes conventionnels. Ça peut être on peut parler de radar, on peut parler de satellites, on peut parler de systèmes d'armement, de défense antimissile, peu importe, mais si on réussit à désactiver ces choses-là, là, c'est à ce moment-là où on tombe dans une espèce de zone floue où est-ce qu'on est dans du bénin vers le malin, de la nuisance vers la menace militaire. Donc, c'est encore une fois, c'est un domaine qui est quand même assez flou, assez difficile de naviguer pour les États à travers ce domaine. Je vous fais un petit topo sur bon, qu'est-ce qu'on peut observer dans le cas canadien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre, dans le fond, sur les cyberincidents canadiens. On a commencé, dans le fond, à répertorier à partir de 2010. Pourquoi 2010? Ben, en fait, c'est qu'avant ça, il s'en passait pas énormément au Canada. Et c'est là qu'on a commencé à avoir les cas les plus importants. Donc, début des années 2010, on parle de 2, 3 cyberincidents au Canada en moyenne. Et là, on a une augmentation qui se fait graduellement où on en est dans les dernières années à peu près autour en moyenne d'une quinzaine de cyberincidents qui visent le Canada. Donc, quand même une augmentation par 5. Donc, depuis 2010, si on regarde, nous, qu'est-ce qui se passe au Canada, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité, ce sont des incidents qui ont rapport au cyberespionnage. Manipulation de l'information en deuxième lieu. Doxing, déni de données, reconnaissance. Je vais tout expliquer ça dans quelques instants. Donc, c'est plus une espèce de mise en bouche, si vous voulez, pour mettre la table pour expliquer à quoi le Canada fait face. Et si on regarde les suspects, du moins ceux qui ont été confirmés, parce que comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'inconnus à travers ça. Donc, il y a certains incidents où on a vraiment été capable d'attribuer, de retracer l'origine de l'attaque et la personne la personne ou l'entité gouvernementale qui a commandité cette attaque-là. On se rend compte que la Chine et la Russie arrivent en tête de peloton, donc avec 29 cyberincidents attribués à la Chine et 24 pour la Russie. En troisième place, l'Iran, Corée du Nord, quatrième, et après ça, les autres pays, ce sont quelques petits pays qui se divisent ces attaques-là. On peut parler, par exemple, Vietnam, Venezuela, certains pays qui ne sont pas des joueurs majeurs, mais qui font quand même leurs armes et qui commencent à se manifester dans ce théâtre d'opération-là. Et 18 attaques qui sont inconnues. Donc, on a les attaques, mais on n'est pas capable d'attribuer, ou du moins le gouvernement n'attribue pas à personne. Le gouvernement canadien est quand même assez pingre d'informations, donc pour des bonnes raisons, j'en suis certain, de bonnes raisons, mais ne partage pas beaucoup d'informations avec le public au sujet des détails de l'attaque. Donc, vraiment, des fois, on dit, bon, ben, des infrastructures canadiennes ont été attaquées. On se résume ça à infrastructure, on ne sait pas c'est qui, on ne dit pas c'est qui. Donc, la tâche nous est parfois peut-être un peu compliquée à ce niveau-là. Ce sont toutes ces données-là, vous pouvez les retrouver sur le site de la chaire Raoul Dandurand. J'ai mis l'adresse en ligne, si jamais ça vous intéresse, de consulter notre répertoire. Depuis 2010, on a un peu plus d'une centaine de cyberincidents, donc on est rendu à 103 ou 104, si je ne m'abuse. Donc, vous pouvez aller filtrer ça, consulter tous les cyberincidents depuis 2010, si jamais ça vous intéresse. Maintenant, qui sont visées, qui sont les victimes connues?
Dans le cas on va prendre le cyberespionnage au Canada et on va prendre, parce que c'est la menace principale pour le Canada, c'est le plus de cas qui sont observés, ce sont des cas de cyberespionnage. Donc, regardons un peu comment ça se détaille, qui sont les plus souvent visés. Bien, on parle des entreprises privées qui sont vraiment sur les premières lignes, si on veut, de tout ce qui est cybermenace. Agences gouvernementales, on en observe un peu plus dans les dernières années. On en a vu beaucoup cette année, simplement avec des cyberattaques un peu de nuisance, mais par des groupes pro-indiens, pro-russes, pro-chinois. Donc, on en voit de plus en plus. Les universités, donc beaucoup dans une question aussi d'aller chercher de l'information sur ce qui se fait en termes de euh, recherche et développement. Société civile et organisation internationale. Ça se décline pas mal comme ça dans le cas du Canada, là, ceux qui sont les plus souvent, les milieux qui sont les plus souvent visés par les cyberincidents, les cyberincidents d'espionnage. Petit topo rapide. Oh, j'ai perdu ma caméra. OK, désolé. Euh, Petit tour d'horizon très rapide là, pour présenter quelques groupes qui s'attaquent au Canada. Je vous épargne les nombreux noms qu'on leur attribue parce qu'on leur donne des noms un peu fantastiques et chaque organisme de cybersécurité a un nom différent pour les groupes de pirates qu'on retrouve. Si on regarde plus du côté de la dynamique géopolitique derrière les attaques. Donc, par exemple, si on regarde l'Iran, on a observé beaucoup de campagnes, par exemple, d'espionnage de citoyens iraniens qui sont réfugiés au Canada. Pourquoi? Parce que on veut mettre la main dessus. Ce sont des personnes qu'on cherche à retrouver. Ce sont des dissidents souvent qui sont critiques du gouvernement. Donc, c'est une façon d'avoir de l'information sur ces personnes-là et d'avoir des informations sur leurs contacts au pays. Donc, l'Iran va souvent a été pris la main dans le sac souvent pour des campagnes comme ça. Si on regarde le groupe Lazarus, par exemple, qui est un groupe nord-coréen, c'est un groupe qui fait beaucoup dans le vol de crypto-monnaies, dans l'espèce de cybercriminalité à saveur financière, parce que c'est un pays qui est isolé. C'est un pays qui est isolé, qui n'a pas beaucoup de partenaires commerciaux, qui n'a pratiquement aucun partenaire commercial. Donc, dans ce cas-là, pour eux, c'est une manière de briser l'isolation, de faire entrer des devises étrangères dans l'économie du pays. Donc, d'un point de vue géopolitique, la sphère 2.0, la sphère cyber, permet jusqu'à un certain point de briser cet isolement-là. Et l'État nord-coréen investit beaucoup d'argent dans sa capacité à mener ce type d'attaque-là. La Chine fait beaucoup dans le cyberespionnage. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est plutôt une question souvent de modernisation. C'est une question de développement de ses capacités, souvent de ses capacités militaires. Euh, donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est beaucoup de l'espionnage industriel. On va voir de l'espionnage industriel ou d'aller chercher des secrets dans les universités, dans les entreprises privées. Donc, c'est une façon pour la Chine, dans ce cas-là, elle, de faciliter sa montée en puissance. Et quand on regarde du côté de la Russie, souvent, la Russie, c'est un peu typiquement, si on veut, la championne de la désinformation, des campagnes de désinformation, ou du moins les campagnes d'influence, essayer d'influencer le processus politique dans différents pays. Et c'est souvent dans ce cas-là pour essayer, bon, on va y revenir dans quelques instants, utilisé pour essayer bon, je vais faire une campagne de désinformation visant le Canada pour essayer de diviser la population sur la question de l'Ukraine. Donc, pour essayer de voir en fait si on est capable de simplement faire assez discuter la population pour, mon français, l'écœurer, excusez-moi, du conflit ukrainien et que la population se dise on ne veut plus envoyer d'argent dans ce pays-là, on ne veut plus envoyer d'armement dans ce pays-là. On veut se débarrasser d'une espèce d'épine dans le pied de la Russie à travers des campagnes de désinformation. Quelque chose qui coûte vraiment pas cher, mais qui peut avoir des résultats stratégiques militaires très importants. Donc, allons-y un peu plus, avec un peu plus de précision
en ce qui a trait aux cybermenaces. Donc, le cyberespionnage, première cause, encore une fois, première menace au Canada. Donc, de quoi on parle? On parle du vol de secrets d'État, de propriété intellectuelle, donc encore une fois, une question souvent de modernisation technologique, et de la surveillance clandestine d'individus. Donc, je vous donne des petits exemples. En 2021, on a une campagne de cyberespionnage qui est pilotée par la Chine et qui vise en fait l'espionnage de ressortissants ouïghours qui sont installés au Canada. Donc les Ouïghours, communauté musulmane du nord-est de la Chine, qui sont bien sûr, qui est bien sûr dans la mire de Pékin depuis des années. Et bien sûr, dans ces groupes-là, il y a à travers cette population-là, je veux dire, il y a des mouvements qui sont carrément des mouvements terroristes. Et il y a des dissidents aussi qui sont très critiques du régime chinois, qui sont réfugiés au Canada ou à l'étranger. Donc, c'est une manière un peu, dans ce cas-là, de la Chine de suivre ces personnes-là à distance, de suivre leurs activités et d'être capable de faire un peu, d'établir le portrait de leur contact avec les gens qui sont toujours en Chine, avec les gens qui sont toujours dans le Xinjiang chinois. Donc, être capable de faire une espèce de dresser le portrait de leur vie en général, les contacts qu'ils ont et comment avoir accès à ces contacts-là, justement, pourrait servir d'un point de vue sécuritaire pour la Chine. Donc, c'est quelque chose qui a été observé au Canada, de créer des faux profils pour s'adresser à cette population-là et faire en sorte qu'ils vont ouvrir on s'en rend, souvent, on s'en rend pas compte, mais tout ce qui est cybersécurité passe très souvent par un simple courriel frauduleux. On a cliqué sur une pièce jointe et boum, on se retrouve avec un logiciel espion dans notre cellulaire, dans notre ordinateur. Donc, c'est beaucoup quelque chose qui est fait. Une grosse partie des cyberattaques commencent comme ça. Donc, créer des faux profils pour aller s'adresser à ces citoyens-là et installer des logiciels justement malicieux dans leur système informatique et pour ensuite pouvoir les traquer. La reconnaissance, donc la reconnaissance, on parle de s'introduire dans un système informatique pour le cartographier, évaluer ses défenses, ses vulnérabilités en prévision d'une action future. Donc on va là, on fait un tour d'horizon, on regarde par où on peut entrer, par où on peut sortir, question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur, de comment on pourrait en profiter, et aussi on peut installer ce qu'on appelle une porte dérobée, en anglais on dit des backdoors. C'est-à-dire de créer sa propre petite entrée secrète pour nous permettre justement ultérieurement de profiter de la vulnérabilité de ce système-là. Donc, j'ai un collègue qui parle souvent du fait que l'Internet, c'est comme une maison qui est en construction permanente. Si je veux infiltrer une maison, ben, je fais le tour, je regarde les portes, je regarde les fenêtres. Si tout est barré, s'il y a des gardiens de sécurité, s'il y a un système d'alarme, assez difficile de rentrer. L'Internet, c'est un édifice qui est toujours en construction et il y a des portes et des fenêtres qui arrivent, qui apparaissent un peu partout, tout le temps. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est des acteurs qui vont se promener dans cette maison-là et qui vont essayer les portes, les fenêtres. Et oh, c'est pas barré, OK, on va rentrer, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et est-ce qu'on peut cacher justement nos propres portes, nos propres entrées et sorties là-dedans? Donc, on remarque que les infrastructures canadiennes, donc au niveau, par exemple, hydroélectrique, ont été visées par des campagnes de cyber-intrusion. Une campagne en juin 2019, un groupe de pirates russes qui s'appelle Xenotime, qui se sont infiltrés dans des infrastructures hydroélectriques canadiennes. Les infrastructures en question n'ont pas été dévoilées, mais ils font la même chose aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une question on rentre dans le système, on place nos pions, si on veut, et si on a besoin, à un moment donné, bien, on peut déconnecter, on peut couper le courant. C'est quelque chose qu'ils ont fait en Ukraine à partir du moment où la guerre civile a commencé en 2014. Donc, vraiment une espèce de déconnexion d'un pays à des vues malveillantes, à des fins malveillantes. Et si ça devenait un conflit ouvertement, de pouvoir couper le courant à ton adversaire, c'est quelque chose c'est un avantage précieux.
Autre type de reconnaissance, donc je vous parlais de la Corée du Nord il y a quelques instants. Donc en 2017, il y a eu une campagne de vol orchestrée par l'État nord-coréen, donc qui s'ingérait dans les systèmes de plusieurs banques canadiennes, où on redirigeait les utilisateurs vers des pages frauduleuses, où il y entrait des informations et où on prenait ensuite le contrôle de leur système, où on installait des logiciels malveillants dans leur système dans le but de simplement faire des gains financiers, financer l'État nord-coréen par du vol comme ça, orchestré dans la toile. Manipulation de l'information, bon, un des sujets qui me passionne, un des sujets, je pense, qui, de plus en plus, du moins une des menaces qui se présentent comme étant de plus en plus urgente, surtout depuis la pandémie. Donc, c'est la distribution massive et coordonnée de nouvelles fausses nouvelles, des nouvelles biaisées dans le cyberespace à des fins politiques hostiles. Et là, quand on parle de désinformation dans ce cas-là, c'est important de faire quand même une distinction. C'est-à-dire que moi, je peux aller sur Twitter tantôt, ou X, comme il s'appelle maintenant, et commencer à faire de la désinformation moi-même et à raconter des mensonges. Bon, c'est- on n'est pas dans cette dimension-là. Quand on parle de cyberconflictualité, quand on parle de géopolitique, on parle d'une autre forme de de désinformation. On parle d'une désinformation qui fait appel à des moyens technologiques comme par exemple des automates ou l'intelligence artificielle qui, elle, va prendre le relais de l'être humain et qui va générer énormément de contenu, mais du contenu qui n'est pas organique. C'est pas un être humain derrière un clavier qui crée cette désinformation-là. C'est quelqu'un qui va programmer euh, et qui va ensuite laisser la machine prendre le contrôle de cette offensive-là. Donc, c'est là où on trace en quelque sorte la ligne. Donc, je l'abordais rapidement tantôt, donc la manipulation de l'information. On en a vu beaucoup dans le cas de la guerre en Ukraine. Déjà depuis 2017, depuis 2018, les soldats canadiens qui sont membres de l'OTAN, qui sont déployés par exemple en Lettonie, ont été beaucoup visés par des campagnes de désinformation pour salir leur réputation auprès du public letton et essayer de faire en sorte que la population demande à son gouvernement de tout simplement mettre les forces armées canadiennes euh, hors du pays. Donc, ils ont été visés souvent. Et aussi, bon, on a créé des récits à partir d'avril 2022, à savoir que il y avait des soldats canadiens qui étaient infiltrés en Ukraine, participaient au combat à travers dans le Donbass avec les forces ukrainiennes. Ils seraient coupables de crimes de guerre, etc. Donc, on espèce de changer l'opinion publique pour essayer de briser le consensus politique au Canada. Parce que si on regarde février 2022, l'écrasante majorité du Canada veut se porter au secours de l'Ukraine et d'accord d'envoyer de l'argent, de l'armement, tout ça. Donc, c'est sûr que si la Russie, dans ce cas-là, est capable de se débarrasser du Canada simplement en désinformant, ce qui ne coûte pas cher, ben, puis ça coûte encore moins cher avec vraiment l'évolution dans l'intelligence artificielle, ben, dans ce cas-là, on fait des gains géopolitiques, stratégiques majeurs avec très peu de dépenses. Atteinte à l'identité, donc fait d'usurper, de prendre le contrôle ou de modifier l'apparence de manière non autorisée d'un site web, on appelle ça en anglais du defacement, d'un compte ou d'une page à des fins politiques hostiles. On en a fait l'expérience très récemment au Canada. Donc, suite à l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar en sol canadien en septembre, et où Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d'avoir commandité cet assassinat sur le territoire canadien. Il y a eu des attaques, donc par exemple, c'est l'attaque de la Indian Cyber Force. C'était le message qu'on trouvait quand on se connectait sur différents sites gouvernementaux. Donc, une espèce de doigt d'honneur, si on veut, à Justin Trudeau pour lui dire, vous êtes un menteur, là, vous accueillez des séparatistes sikhs dans votre pays, vous êtes un sanctuaire pour les terroristes, etc. Et on paralyse certains sites gouvernementaux, certaines activités gouvernementales. Dans ce cas-là, on parle de vraiment pas nécessairement quelque chose qui est commandité par l'État indien, mais une espèce de groupe militant pro-indien.
On a vu la même chose avec des attaques qui ont été faites par des militants pro-russes quelques mois avant, donc paralysie au Sénat, paralysie à l'aéroport de Montréal, donc le groupe No Name 57, comme il se nomme. Donc, des espèces de petits cyberincidents de nuisance comme ça, mais qui ont toujours un caractère, encore une fois, toujours une trame de fond politique. Le doxing, c'est vraiment le fait de laisser couler des informations personnelles. Ça peut être des informations sur une personne, ça peut être des informations sur une entreprise. Ça peut être une question d'intimidation, ça peut être aussi une question de punir, ou ça peut être une question aussi d'aller chercher des demandes de rançon. Donc, exemple, excusez-moi, j'accélère la cadence un peu, je me rends compte que je parle beaucoup, il me reste déjà presque plus de temps. Exemple de doxing au Canada, qu'est-ce qu'on a vu? C'est en 2016, c'est l'État islamique qui avait publié une liste d'assassinats en ligne, donc de 8300 individus, dont 151 citoyens canadiens. Donc, dans ce cas-là, quand on parle de doxing, on parle de la liste d'individus. Ça peut être, par exemple, des numéros de téléphone, des adresses courriels, pour dire, regardez, ces personnes se trouvent à cet endroit-là. Si jamais vous voulez mettre l'épaule à la roue et faire du mal à ces personnes-là, ben voilà, vous avez les moyens de le faire. Donc, l'État islamique exporte sa lutte vers d'autres pays sans nécessairement seulement se fonder sur un terrorisme qu'on pourrait appeler peut-être plus classique, mais qui, elle aussi, bon, dans une période où sa puissance commence à décliner, donc essayer d'exporter la violence, mais en utilisant d'autres moyens. Déni de données, donc le fait de simplement bloquer l'accès à des sites ou de détruire des informations sur un site Internet, empêcher l'entrée sur le site Internet. Donc, on a eu quelques exemples au Canada, la compagnie aéronautique CMC Électronique, une compagnie montréalaise qui travaille, dans le fond, dans les programmes de modernisation des flottes d'hélicoptères de l'armée canadienne, donc notamment le CH-146 des forces canadiennes. Donc, l'entreprise a été piratée, on a saisi de l'information, on a dit, par exemple, on a des listes de clients, on a, bon, des pays avec lesquels vous faisiez affaire pour développer cette technologie-là. Vous allez nous donner, je ne sais pas, peu importe, 50 millions, 100 millions de dollars, où on va vendre ces informations-là. On va les laisser couler sur le web. Donc, une espèce de chantage. Et aussi, ben, il y a la question de non seulement de bloquer les données ou de les vendre à des pays qui sont justement à la recherche d'informations pour eux favoriser leur développement. Quand on parle de déni de données, on peut aussi parler simplement d'une attaque, une attaque DDoS, une attaque par déni de service, c'est-à-dire que simplement faire crasher, en bon français, un système informatique. Donc, en connectant plusieurs ordinateurs en série, en faisant en sorte que, bon, on va dire qu'on est au site du Sénat du Canada où il y a peut-être 500 personnes qui entrent dans le site par jour. Je balance un chiffre comme ça, j'en ai aucune idée. Et là, tout d'un coup, on organise cette attaque-là. Il y a 5 millions d'ordinateurs qui essaient de se connecter en même temps sur ce site-là, à travers une manipulation, dans le fond, en mettant des ordinateurs en réseau. Et là, le site va cracher parce qu'il n'est pas fait pour accepter, pour recevoir autant de trafic en ligne. Donc, ce sont des choses qui ont été observées, par exemple, par le groupe Anonymous en 2017. Le groupe, dans le fond, c'était une espèce de protestation contre l'adoption du projet de loi C-51 du gouvernement canadien, donc la loi antiterroriste qui permettait, par exemple, au gouvernement de, entre autres, on va dire, lire vos courriels, d'aller un peu plus loin dans l'observation des citoyens, à savoir si, justement, on pouvait, à travers ça, trouver des menaces. Cybersabotage, donc le fait de causer des dommages physiques, de rentrer dans des systèmes informatiques pour causer des dommages physiques, quelque chose qu'on n'a pas observé au Canada, et quelque chose qu'on sait qui est faisable. Les États-Unis ont déjà fait des tests, par exemple, pour faire exploser des génératrices à distance. Les États-Unis ont fait aussi des cyberattaques, comme on l'a vu en Iran, pour faire exploser les centrifugeuses qui servaient dans les laboratoires iraniens où
on disait qu'il y avait de l'enrichissement d'uranium, dans le fond, pour fabriquer des armes nucléaires. Donc, les moyens sont en place pour mener ce type d'attaque-là. On n'a pas eu d'exemple au Canada de ça. Et je termine là-dessus rapidement. Donc, je vous parlais d'une menace qui était déterritorialisée, dématérialisée. Jusqu'à un certain point, oui, mais il reste quand même un caractère, il reste un caractère matériel, il reste une dimension matérielle. Bon, si vous voyez à gauche, vous voyez les câbles sous-marins, par exemple, qui traversent les océans et différents endroits où pour relier certaines îles, etc. Ces câbles sous-marins-là peuvent être coupés comme n'importe quel autre câble. C'est sûr que on n'ira pas avec une paire de pinces, mais on a vu ça très récemment dans la mer Baltique. 3 câbles sous-marins qui ont été coupés par un navire chinois qui a fait, semble-t-il, par exprès, de laisser traîner son ancre dans le fond de l'eau pour arracher ces câbles-là. Donc, à ce moment-là, on parle d'une déconnexion qui n'a pas nui tant que ça aux pays de la région parce qu'ils étaient connectés au niveau continental aussi. Mais imaginez-vous une attaque semblable, imaginez-vous une action semblable, mais dans ce cas-là, pour déconnecter Taïwan, couper l'Internet en Taïwan. Là, on est dans une situation tout à fait autre. Et on a aussi des attaques qui ont été faites, des attaques conventionnelles. Par exemple, Israël qui avait attaqué un bâtiment dans la bande de Gaza, je crois que c'est en 2020, excusez-moi, je n'ai pas la date, mais on disait il y a eu une attaque qui a été faite contre nos serveurs, contre les sites gouvernementaux de la part du Hamas, et on a bombardé le bâtiment en question. On a dit le groupe se tient là, les serveurs du groupe sont dans cet édifice-là, et on a tout simplement bombardé. Donc là, à ce moment-là, on est vraiment allé dans une réponse conventionnelle à une attaque qui est tout sauf conventionnelle. Donc, il va toujours avoir une forme de dimension physique et il va y avoir toujours des objets qui vont être menacés. Ça peut être des satellites, encore une fois, ça peut être, bon, je reviens au câble sous-marin. Donc, il faut aussi quand même revenir, pas trop aller dans le James Bond, si on veut, ou dans l'espèce de conflit futuriste. Il reste qu'on va toujours avoir, l'Internet doit exister quand même à travers du matériel. Je m'arrête ici. C'est tout pour moi.